Slimane, Salomon, Zazin, vous seriez pas un peu cousin? Cousin? Éloigné. Merci. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Aujourd'hui on va reparler du film que j'estime être le plus important dans la carrière de notre cher Louis de Funès. Un film dont les valeurs, dont la morale, dont le contexte autour de la sortie sur lequel on va revenir, ont toujours et plus que jamais un impact de nos jours en 2024, malheureusement. Monsieur ne m'avait pas dit que monsieur était juif? Parce qu'hier je ne l'étais pas, voilà. Rabbi Jacob, c'est le début de ce que j'appelle la gamme engagée de Louis de Funès, à savoir Rabbi Jacob et la tolérance, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme. Je ne suis pas juif. Vous, monsieur le rabbin? L'aile ou la cuisse, c'était la malbouffe. Là aussi, on n'a pas beaucoup avancé. La zizanie, c'était plutôt l'écologie et les premiers partis politiques pro-écologie. Là-dessus, on n'a pas beaucoup avancé, n'est-ce pas, madame 5%? Non, pas de politique ici. Et on a aussi la soupe aux choux avec l'exode rural, la solitude, la vieillesse, la mort. Oui, il y a tout ça dans la soupe aux choux. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo et qui veulent voir le film sous un autre angle, vous trouverez la vidéo par ici. Et Rabbi Jacob, c'était un projet sûrement le plus difficile pour Gérard Houry. On va y revenir en détail. Mais il a quand même écrit ce film durant les Jeux Olympiques de 72 où il y a eu un assassinat, il y a eu une prise d'otage dans un avion. On s'est même posé la question de est-ce qu'il faut l'écrire, on s'est posé la question de est-ce qu'il faut le tourner, et quand il était tourné, on s'est posé la question de est-ce qu'il faut le sortir. Moi aussi je marie ma fille. Félicitations! C'est pas ma fille, la mariée elle est noire, elle est noire. Et moi, regardez comment je suis. À chaque étape, Gérard Houry et Daniel Thompson, sa fille, ont rencontré des avalanches de problèmes, sur lesquels on va revenir dans cette vidéo. Allons, vite! Allez, Au voleur! Attrapez-les! Bah écoutez, si le programme vous convient, pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, et puis si vous savez pas quoi dire, voici une suggestion. C'est pas grave si je te dis que je suis socialiste alors que j'étais au Front National au premier tour. Au contraire, si ça t'aide à gagner. Et ça ira très bien. On est parti. Cette vidéo vous proposera de revenir sur l'écriture et le tournage du film, sur le processus complexe de l'écriture d'un scénario 100% écrit pour un Louis de Funès au sommet de son art, juste avant la chute. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Avant même la sortie de La Folie des Grandeurs en 71, Gérard Houry dévoile le prochain sujet du prochain film, les aventures d'un rabbin hassidique qui insistait sur la ferveur et la communion joyeuse avec Dieu. Je te bénis, David. Daniel Thompson et Louis de Funès valident, sans se douter, sur le moment, des conséquences d'un tel choix. Comme à leur habitude, Gérard Houry et sa complice Daniel Thompson, pour la première fois en duo à l'écriture, ont besoin de temps, 10 mois au total pour écrire le film. Ce qui laisse tout le loisir à Louis de Funès, durant l'année 72, de rejouer au théâtre, le comédien ayant signé un contrat d'exclusivité au cinéma avec Gérard Houry. C'est terrible en même temps, ça, parce que vous êtes tellement liés qu'on a peine à imaginer que vous puissiez vous séparer maintenant. Non, c'est pas. Non, mais vous avez besoin... On a signé et on s'est engagé à pas tourner ni l'un ni l'autre avec quelqu'un d'autre. C'est dans les années 50 que les origines de Rabbi Jacob remontent, le jour où, dans le Marais, Gérard Houry croise un rabbin hassidique, redingote noire, longue barbe, papillote, Ça c'est des papillotes. Et ça aussi c'est des petites papillotes. et large chapeau de fourrure, la guerre ayant fait prendre conscience à Gérard Houry, juif de confession mais non pratiquant, ce que cela signifiait et quelles conséquences cela pouvait avoir, bien que personne dans sa famille n'était pratiquant. Ce petit homme noir l'avait en tout cas intrigué et était resté, comme souvent,
On l'a vu dans La Vengeance du serpent à plumes, dans un coin de sa tête. Durant tout ce temps, Gérard Houry s'intéressera à cette communauté d'orthodoxes venus d'Europe de l'Est, d'une grande austérité en apparence, mais très joyeux les jours de Shabbat, vivant dans des règles rigoureuses, mais ayant des traditions de fête, de musique et de danse. Un point de départ on ne peut plus sérieux, dont la difficulté sera de trouver un ton comique, à la fois spectaculaire, drôle, familial et esthétique. Dans une moindre mesure, avec un film qui n'a rien à voir, Artus, et son film Un petit truc en plus dont on a parlé la semaine dernière, ça passe ou ça casse ce genre de pari. Mais heureusement que certains ont encore les coronets pour porter leur projet jusqu'au bout. En somme, ce qui caractérise à mon sens ce que j'appelle les 5 grands Houry. Cette page blanche, propre à chaque début de projet, était pourtant la plus difficile à remplir pour Daniel Thompson, tout film confondu, tout en étant, selon ses dires, également le plus gratifiant. La première idée viendra de Daniel Thompson, par ailleurs, qui avait vécu à New York quelques années et qui avait fortement apprécié une série diffusée aux États-Unis, All in the Family, l'histoire d'une famille dont le patriarche est une sorte de facho, raciste, sexiste, antisémite et fier de l'être, alors que les amis de sa fille et de son gendre sont juifs, portoricains, noirs, asiatiques ou arabes. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? On est dans le noir complètement. En quelque sorte, le qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en série télé. À partir de là, ils en arrivent au français moyen raciste, qui va être obligé, pour des raisons qu'il reste à trouver, de se transformer en rabbin. Un bon début, et le nom de Victor Pivert est trouvé rapidement, rien qu'à l'idée de ce que Louis de Funès pouvait faire d'un tel nom. Pivert. Pivert, comme un Pivert. Le nom de Louis de Funès dans le film, c'est Victor Pivert. Monsieur Pivert. Bon. J'ai appelé le personnage Monsieur Pivert parce qu'un jour, en partant en Belgique, nous allions à la présentation de la Folie des Grandeurs. Je ne sais plus, on est passé devant un magasin, on était en taxi, et il y avait un magasin qui s'appelait Rossignol, ou je ne sais pas quoi. Et il s'est mis à me faire l'oiseau. Des bruits d'oiseaux absolument complètement délirants. Comme ça, dans le taxi, j'ai commencé à me tordre de rire, et je l'ai appelé Pivert. Une autre histoire vraie va venir enrichir ce scénario pour le moment trop maigre, celle de l'affaire Ben Barka, un opposant marocain enlevé en plein Paris, en 66, une affaire dont Gérard Houry avait gardé toutes les coupures de presse de l'époque. Colonel, on peut pas l'enlever comme ça, en plein Saint-Germain-des-Prés. Ça a déjà été fait. Et toi? Ainsi est né le personnage de Slimane. La rencontre de ces deux personnages principaux viendra d'une nouvelle trouvaille sortie de l'imaginaire de Gérard Houry, qu'il avait pourtant conservé durant des années, dans une pochette dans laquelle il conservait les idées non exploitées pour les films précédents. Dans cette simple chemise, se trouvait une feuille sur laquelle était tout simplement écrit « Usine de chewing-gum ». Ce sont ces quelques mots qui vont débrider l'imagination du duo et donner naissance au vrai point de départ du film. Des bulles de chewing-gum qui exploseront de toutes parts, des bonbons, une cuve, du vert, une couleur que Gérard Houry adore. Des gags, certes prétexte à les faire quitter l'usine ensemble, mais pour aller où? Il fallait trouver un but, un objectif depuis leur départ pour que Pivert soit pressé, et arrive alors l'idée. Pivert doit marier sa fille. Ah, c'était votre fille! Félicitations! Mais non, c'est pas ma fille! Mariée, mais à qui? À un Français, bien blanc, bien riche, bien catholique. Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Mais dont la fille partira finalement avec un musulman. Ça me fait penser qu'une fois dans un commentaire, on a accusé le film d'être un film pro-multiculturalisme, où on voulait nous habituer à voir le gentil petit Ara partir avec la belle française innocente, et que Gérard avait tout planifié, ayant contribué officiellement au début de la décadence de notre société. Bref, je ne commenterai pas, mais comme quoi, même le message le plus évident ne passe pas toujours très bien. Voilà, je ne suis pas juif. Ça ne fait rien, monsieur! On vous garde quand même! La destination finale du mariage exige une réécriture depuis le début. Ainsi est né Salomon, le chauffeur juif de Victor Pivert, qui assistera pourtant à un mariage entre un homme blanc et une jeune femme noire, en somme, un raciste qui passe par toutes les couleurs, le blanc, le noir, mais aussi le vert. Et leur arrivée à Orly, théâtre de nouveaux gags, est un nouveau point d'arrêt pour le duo de scénaristes. Car qui dit aéroport dit avion, donc pourquoi ne pas les faire partir quelque part? Pourquoi ne pas les envoyer carrément en Israël? La production permettra à Gérard Houry et à Daniel Thompson de s'y rendre une semaine, en espérant que les rencontres qu'ils y feront et les lieux qu'ils visiteront les débloqueront. À leur retour,
ils ne seront pas plus avancés, estimant même que cette option risquait de compliquer la production, mais également le scénario du film qui s'éparpillerait et donc sa mécanique. Une erreur qu'ils feront hélas plus tard dans La Vengeance du Serpent à Plumes, avec une deuxième partie très coûteuse au Mexique, pas franchement utile. Pas de voyage donc, mais une dernière partie du film, rue des Rosiers, le quartier juif de Paris, habillé en rabbin, l'occasion pour De Funès de jouer du violon à la place de Rabbi Jacob, mais avec talent et s'en sortant très bien. Scène qui sera réécrite en la fameuse scène de la danse. De et si, d'idées et de suggestions, d'échanges et de réflexions, d'avancées et de marche arrière, à coup de 9 heures de travail par jour durant 10 mois, mais subsistent encore deux problèmes. Deux problèmes impossibles à résoudre durant des semaines. Car si Rabbi Jacob doit arriver à Paris samedi matin, jour du mariage, il ne peut pas prendre l'avion le vendredi soir, Shabbat oblige. C'était impossible. Ou encore, comment fournir une fausse barbe de rabbin à nos deux personnages? Les vraies barbes ne se volent pas. Comment rendre ça crédible à l'écran? Plusieurs semaines de réflexion les amèneront à un simple constat. On s'en cogne. Ça passera en force, grâce à la magie du cinéma. À noter qu'il y en a d'autres si on y réfléchit bien. Par exemple, la voiture sur le bateau. À un moment donné, la voiture se renverse sur le lac. Alors comment est-ce qu'on passe, dans une transition qu'on ne verra pas, entre Slimane et Pivert qui sont sur le lac dans la voiture, à Slimane et Pivert qui sont dans la voiture, sur le périph', en train de s'approcher d'Orly? Comment est-ce qu'ils ont renversé la bagnole à eux deux? Déjà, je ne les vois pas remettre la voiture sur le sol, c'est pas possible, ils peuvent pas la pousser en étant dans l'eau, et même s'ils ont réussi à la remettre à terre, de là à la retourner à la main, c'est magique, c'est le cinéma. On ne se pose pas la question parce que ça va vite et qu'on emmène le spectateur par le bras pour qu'il se rende compte de rien. Et tous les films, tu peux trouver des trucs comme ça, c'est pas grave. Après une visite à New York, pour repérer Brooklyn et faire connaissance avec une communauté hassidique locale importante, avec par exemple des rabbins qui ne parlaient qu'à Gérard Houry sans regarder Daniel Thompson, à qui il refusait de serrer la main, ils repartent de Brooklyn avec une atmosphère idéale pour tourner, ce qui sera d'ailleurs le cadre de l'ouverture du film, à intégrer bien sûr au budget. Les dialogues sont affinés avec Josie Eisenberg, rabbin libéral, présentateur à la télévision à l'époque, avec qui ils confronteront leurs idées afin de juger de leur efficacité ou non, et surtout de tester jusqu'où il était possible d'aller sans franchir la limite. Mais rester à financer le projet. Et Alain Poiré, pour une fois, n'est pas convaincu du concept de comédie sur une histoire de juifs orthodoxes. C'est Bertrand Javal qui acceptera de produire le film, bien que le dépassement de planning de 5 semaines limitera fortement le budget qui sera alloué au déplacement à New York en fin de tournage. Néanmoins, aucun moyen n'est refusé à Gérard Houry, qui bénéficiera du double du budget de La Grande Vadrouille, soit 4,5 millions de dollars. Budget qui permettra d'aller à New York, de tourner dans la cour des Invalides, qui nécessitera une autorisation qui sera particulièrement difficile à obtenir, comme cela a été le cas pour l'Opéra de Paris dans La Grande Vadrouille, 30 membres prêtés de la garde nationale, un hélicoptère qui n'aura pas le droit de voler au-dessus d'une certaine hauteur pour ne pas abîmer des tuiles vieilles de 3 siècles, la reconstitution de la rue des Rosiers, dans un quartier d'Aubervilliers, une synagogue à l'ancienne qui n'existait plus, car détruite pendant la guerre, qui nécessitera d'être reconstituée intégralement en studio. Ce sera un film luxueux, dont il restait une composante importante, le casting, que Gérard Houry souhaite différent des castings habituels que Louis de Funès retrouvait année après année. T'as doublé? Il te dira oui. T'as triplé? Il te dira non. Louis de Funès voulait Claude Jansac dans le rôle de son épouse. Hors de question, Gérard Houry est contre et a choisi Suzy Delair, qui n'avait pas tourné depuis 10 ans. J'en avais pas parlé dans ma première vidéo, mais je ne suis pas là pour refaire exactement la même chose, copier-coller ce que j'ai fait en mettant un petit patch pour qu'elle puisse passer YouTube. Je vais amener ce que je n'ai pas amené la dernière fois, notamment par rapport à Suzy Delair, ce que je l'avais lu dans les commentaires, mais non seulement elle n'avait pas tourné depuis très longtemps, mais surtout elle a eu beaucoup de difficultés à reprendre sa carrière après la guerre, après la libération, parce qu'elle a été objet d'investigation pour collaboration et complaisance avec l'ennemi. Parce que c'était connu, non pas qu'elle l'épousait, mais qu'elle n'avait pas de problème avec le régime nazi. Et elle a été sanctionnée à l'époque de 3 mois d'interdiction de tourner, d'interdiction de faire son métier, là où d'autres ont pris 3 ans. Exit aussi les Galabru, Grosso et Modo. Henri Guibet et Miu Miu, issus du Café Théâtre, seront choisis pour les rôles de Salomon et de la fille de Victor Pivert. Et Henri Guibet était loin d'imaginer, en récupérant le scénario des mains de Gérard Houry, que son rôle serait aussi développé. C'était une casting director qui s'appelait Margot Capelier qui m'avait demandé de venir. Alors j'arrive, et la première phrase, la première question que me demande Gérard Houry, j'ai dit, excusez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que vous êtes juif? Et moi, espérant avoir de l'humour juif, je lui ai dit, non,
Mais ça peut s'arranger très vite si le rôle est conséquent. Ben dis non, parce que vous comprenez, à un moment, il faut parler en hébreu, mais je suis persuadé que je vais vous mettre entre les mains du rabbin José Eisenberg, il va vous faire apprendre. Et il me dit là-dessus, à la suite de quoi, il m'a fait lire cette fameuse scène. Et puis à la fin, il m'a dit, bon, écoutez, je vous donne ma réponse dans 2-3 jours. À l'époque, quand on me convoquait pour un film, c'était pour jouer 2 jours, 3 jours, 4 jours dans la scène, mais pas plus, ça. Mais je savais que c'était avec De Funès. Je dis, tiens, un film avec De Funès, ça peut être sympa. 3 jours après, on me dit, tu viens chercher le scénario. Dans mon idée, je venais chercher les quelques feuilles dans lesquelles je jouais. Et là, on me demande carrément le scénario entier. Je dis, tiens, ils sont généreux. Et je retourne, et dans le métro, je commence à lire Salomon. Salomon, il y a des Salomon à presque toutes les pages. Je dis, mais attention, là, mais c'est un rôle. C'est un vrai de vrai. Et avec De Funès, alors, ça accrochait. Et voilà, donc ça a été d'abord la surprise. Mais il était difficile en 1973 de trouver des acteurs d'origine maghrébine en France, pour ne serait-ce que jouer Slimane. Gérard Auré et Daniel Thompson gênent donc leur dévolu sur Claude Giraud, de la comédie française, qui nous a malheureusement quittés depuis, dont les cheveux sont noircis et frisés, et à qui on mettra tout simplement une moustache. Même le principal antagoniste du film, Farès... C'était Farès! C'était Pharaon! ...sera joué par Renzo Montagnani, un acteur italien, et l'un de ses sbires sera joué par le jeune débutant Gérard Darmon, pourtant d'origine juive. Tout comme Louis de Funès, il sera d'ailleurs plongé de longues heures dans une cuve remplie de chewing-gum. Les deux se plaindront d'ailleurs d'inflammation oculaire et devront se rendre à l'infirmerie tous les deux. Gérard Darmon se souvient d'ailleurs de cette rencontre. Je voulais voir comment cette machine fonctionnait, comment elle était avant le clap. Je l'ai trouvé assez calme, assez triste en définitive. Enfin, oui, dans une autre bulle, quoi. Il attendait comme ça, il se regardait par la fenêtre, il était comme ça, et tout d'un coup, il y avait Ouri qui disait Loulou, on y va. Oui, donc il y allait, il était devant le clap, et stop, bon, dedans. Tout de suite. Au final, ils prirent les meilleurs comédiens disponibles, sans jamais se soucier de leurs origines, ce qui est indirectement une forme de message que portera subtilement le film. Jean Herbert trouvera dans son personnage celui qui jouera sur scène par la suite, sous le nom de Popek. À un moment, vous préparez le film, et puis vous dites, pourquoi on n'est pas pressé, on va prendre l'avion, puis l'avion il va pas s'envoler. Et moi j'ai pas à parler. Et c'est Ouri, il vous entend dire ça. Et il dit coupé, qui a parlé? C'est mon premier jour des tournages, je me dis bon, ça sera le dernier. Ça m'est sorti comme ça. Or attention, il y a 25 techniciens, il y a le réalisateur et tout. Il était sévère, Ouri, sur un tournage. Sévère même avec De Funès, hein, et avec tout le monde. Et quand le sonorisateur lui a mis les écouteurs, il s'est marré, il m'a dit on va recommencer la scène. Je dis mais moi je me rappelle pas ce que j'ai dit. On va mettre les écouteurs. Et le lendemain matin, on m'a téléphoné, les producteurs veulent te parler parce que De Funès dit je veux qu'il reste avec moi jusqu'à la fin du film. Et les producteurs ils ont dit mais combien il va nous demander? Mais couillon, j'ai rien demandé moi. J'aurais même pas demandé, j'avais pas d'agent à l'époque. Et une actrice new-yorkaise au théâtre yiddish répondra à l'annonce concernant le rôle de Mamé. Bien qu'elle ne parle pas un mot de français, elle devra donc apprendre son texte entièrement phonétiquement. Louis de Funès retrouvera même, durant une scène à l'aéroport, Robert Duranton, l'athlète que Louis de Funès rencontrait sous la douche dans la scène culte du Cornio, cette fois-ci dans le rôle d'un agent de sécurité de l'aéroport. Pour le tournage, Louis de Funès se rend accessible de mars à juillet 1973 pour un tournage qui s'annonce éprouvant car entièrement centré sur lui. Il prendra le temps d'ailleurs, durant 2 mois, à raison de 2 jours par semaine, à répéter la danse avec un jeune chorégraphe de 22 ans. Louis doit être très très content parce que, étant donné que c'était un élève extrêmement consciencieux, donc j'ai passé beaucoup de temps avec lui, je voyais bien son côté professionnel, mais qu'il avait aussi un plaisir à interpréter cette danse et il a rajouté des petits gestes qui lui sont vraiment personnels, mais toujours dans le respect de la danse de basique que je lui proposais. Sous la direction de Vladimir Cosma, compositeur arrivé en France 10 ans auparavant dont les compositions, entre autres pour Le Grand Blond avec une chaussure noire, avaient été remarquées. Bien que le coup de foudre ne soit pas immédiat, Gérard Auré retrouvera Vladimir Cosma 5 fois par la suite. Maintenant que tout est prêt pour le film, voyons le tournage.
Rabbi Jacob est un film riche et complexe. Plus de 2000 plans sont prévus entre mars et juillet 73. Le tournage des intérieurs ayant lieu au studio de Billancourt pour la plupart, à New York, à Orly, ou encore à Vézelay, un lieu que Gérard Houry et Louis de Funès connaissent bien, pour y avoir séjourné avec Bourvil durant le tournage de La Grande Vadrouille. C'est à proximité de Vézelay, à Méry-sur-Yonne, que Louis de Funès et Henri Guibet tractent la voiture bateau dans une rivière, une cascade au passage extrêmement dangereuse pour Émile Julienne qui se passera bien plus tard dans le tournage, mais qui manquera de se noyer, prisonnier de la voiture sous l'eau qui s'était enlisée dans la vase. Mais alors qu'ils séjournent à l'hôtel du Lion d'Or, ils reconnaissent alors la chambre de Bourvil, que Gérard Houry occupait, et alors que Louis de Funès allait lui faire remarquer, une chanson de Bourvil passait alors à la radio à ce moment précis. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. À partir du 2 avril 73, l'équipe prend place à l'aéroport d'Orly. Que ce soit devant l'aérogare, sur le tarmac à la sortie d'un avion, ou bien dans Orly-Ouest, cela impliquera de faire travailler Louis de Funès jour et nuit, car les scènes qui se passent dans les tapis roulants à bagages ne pouvant être disponibles que la nuit, afin de ne pas perturber les vols de la journée. Mais les plans principaux dans l'aéroport sont eux tournés à Boulogne-Billancourt, où les halls d'Orly ont été reconstitués en plateau, afin de réduire le plus possible la présence de l'équipe de tournage sur place. C'était quoi votre scène mythique alors? Le gros plan dans le film, là où on vous voit en gros plan. Ah oui. Qu'est-ce que vous dites? Alors il y a un gros plan. On est à l'aéroport et je dois dire oui. Et là je suis en gros plan. Hein. Qui c'est lui, oncle Jacob? Et à ce moment-là, Houry trouve que j'en fais pas assez, alors que De Funès supportait pas qu'on en fasse trop dans la caméra. Et De Funès, pour m'inviter à en faire plus, se met derrière la caméra et commence à me faire des grimaces. Lui, oui, lui. Qui c'est lui, oncle Jacob? Lui, c'est mon chauffeur, c'est mon secrétaire. Lui, c'est mon secrétaire, mon chauffeur et mon portier. La valise, s'il te plaît. Le gros plan suivant était pour lui. Encore 1 heure de préparation. Mais je pense que si j'avais été téméraire, parce que je ne croyais pas en Popek à l'époque, je voulais pas de mon nom au générique, la preuve, c'est Jean Herbert. Le comédien, c'était Jean Herbert. Quelle erreur! Un tournage douloureux pour Popek qui, aujourd'hui encore, en 2024, a gardé des séquelles physiques de ce tournage. Voyez plutôt. C'était pas un tendre sur les tournages avec les comédiens et les comédiennes. Ils donnaient des vrais coups. Ah oui, par exemple, vrais coups. Dans la dernière scène avec De Funès, je m'en souviendrai toujours parce que là, j'ai très mal au pouce et c'est parce que il m'a tapé comme ça. Là, on restera ensemble. Ben on vous garde. Paf, il m'a donné un coup là. Et le tout bib que j'avais un pouce comme ça, il me dit vous allez le sentir quand vous aurez passé la cinquantaine. Et c'est vrai. Donc, vous sentez encore la douleur de Funès? Oui. Et il était très dur avec ses partenaires. Et je peux comprendre ça. Tous les grands comiques ont été... Vous croyez que Fernandel, il n'a pas été dur avec De Funès lui-même? Une fois le tournage d'Orly accompli, l'équipe se rend ensuite dans la fausse rue des Rosiers, où sera tournée entre autres la fameuse scène de la danse, qui nécessitera 5 prises. Rue des Rosiers reconstituée dans la rue Jean Jaurès à Saint-Denis. Les figurants seront d'ailleurs des habitants de ce quartier, qui seront d'ailleurs musulmans et non juifs. Mais peu importe pour le tournage, ça n'avait aucune importance. Le mois de mai sera consacré au tournage dans une usine désaffectée. La fameuse usine de chewing-gum, le Yankee, qui nécessitera 3 semaines intensives de tournage. C'est une usine de sucre dont les cuves seront reproduites en studio, qui servira d'inspiration à l'équipe technique pour reproduire en plateau, dans un studio, les bureaux et autres escaliers, plans en studio qui seront mélangés avec de vrais plans pris dans la véritable usine. 3 semaines durant laquelle Louis de Funès plonge, jour après jour, dans la cuve, ce qui nécessitait de se changer plusieurs fois dans la même journée entre les prises et de prendre plusieurs douches pour se débarrasser de la substance. La matière utilisée pour imiter le chewing-gum avait des effets secondaires sur les yeux ou sur la peau, ce dont Louis de Funès ne se plaindra pourtant jamais. Il y avait un truc dans le colorant qui m'a tapé les yeux, ça m'a décollé la cornée, personne m'a calculé. Sauf que le lendemain, ça arrive à De Funès, la même. Il a exactement la même chose. Donc tout s'arrête, ils ont fait venir un ophtalmo et tout, machin, on était côte à côte, il nous a consultés tous les deux. Donc, au lieu de durer 3 jours, ça a duré 15 jours. Popek, présent sur le plateau ce jour-là, aperçoit une silhouette de loin
assis, nappé de verre, dans le noir, prostré, suite à une panne de courant dans le studio, à attendre, et se dit intérieurement que le pauvre figurant payé pour subir ça devrait choisir un autre métier. Il ne se doute pas une seconde que c'était bel et bien Louis de Funès sous cette couche verte. Mais durant un week-end, toute l'équipe découvre sur le retour que la cuve contenant les 5 tonnes de mélasse colorée, composée en fait de farine de froment, de glucose et de colorants pâtissiers, mais également de levure, avait débordé de la cuve sous la chaleur des projecteurs, ce qui impose un nettoyage complet du plateau qui durera plusieurs jours, l'équipe de nettoyage devant gratter chaque recoin pour que le produit s'en aille. Mais le plus gros du tournage aura lieu en juin, dans un cours d'honneur des Invalides, qui nécessitera également 3 semaines de travail, de par la Cadillac déchaînée qui tournera en cercle dans la cour, avec toute la troupe autour, ce qui demande une certaine logistique et une sécurité, et également une répétition de plans. L'envol de l'hélicoptère, on en a parlé également, qui doit préserver le monument historique, et de simuler également son ascension par une grue. Des scènes difficiles à mettre en boîte, mises à mal par l'arrivée d'un réel cortège de voitures officielles, qui a mené sur place un ministre qui n'était pas du tout au courant de l'accord obtenu par le réalisateur 6 mois plus tôt. Mais Gérard Houry et Louis de Funès auront également la surprise d'avoir la visite d'Yves Montand sur place, venu saluer ses anciens partenaires de travail. C'est en juillet que des difficultés entre Gérard Houry et son acteur phare vont éclater. Sur une station-service de l'autoroute A13 doit avoir lieu la fameuse scène avec les gendarmes que Victor Pivert provoque à distance pour se faire arrêter et échapper à son ravisseur. Mais alors que Gérard Houry vient chercher Louis de Funès dans sa loge comme à son habitude, ce dernier lui tend un article assassin le concernant, une critique de l'un de ses derniers films qui lui reproche ses grimaces. Il demande alors à Gérard Houry de lui trouver une autre idée pour ce passage clé du film où Victor Pivert essaie d'échapper à Slimane en attirant l'attention de 2 gendarmes en se moquant d'eux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, rien. Gérard Houry tente alors de le rassurer, lui disant que les grimaces ne sont pas gratuites, mais nécessaire à l'avancée de l'histoire, le gag ayant une réelle utilité scénaristique. Encore une fois, dommage qu'il n'ait pas gardé à l'esprit qu'un gag gratuit n'est jamais bon, ça aurait pu servir pour la vengeance du serpent à plumes qui aura lieu 10 ans plus tard. Louis de Funès ne veut pourtant rien entendre. Il ne fera plus de grimaces, ni aujourd'hui, ni à jamais. Grimace et vous êtes mort. Grimace, assez. Le ton monte et vire à l'engueulade, ce qui amène Gérard Houry à claquer la porte à la sortie de la loge, et les heures passant, Gérard Houry aura l'intelligence de laisser retomber la température, il retournera dans la loge convaincre Louis de Funès, avec exactement le même argumentaire, mais cette fois-ci ce dernier accepte, et en fait même davantage que l'attendu. À savoir que dans le scénario, il est écrit « Pivert fait des grimaces aux policiers pour attirer leur attention ». Point à la ligne. À partir de là, c'est à De Funès de jouer, au sens propre du terme. Pivert, Victor Pivert comme l'oiseau. Avec Louis de Funès, tout ne s'écrit pas, même dans le scénario le plus soigneusement élaboré. C'est avec 5 semaines de retard que l'équipe se rend à New York, alors que la production n'a presque plus d'argent, étant donné le dépassement de calendrier. Le producteur devant vendre des parts du film pour obtenir le budget final. Cela tombe mal car tourner aux États-Unis est plus cher et il faut être efficace. Cela nécessite de recruter à prix bas et à la dernière minute une équipe technique locale. C'est la séquence d'embouteillage qui est la plus compliquée à tourner car elle paralyse réellement le trafic, ce qui impliquera une intervention de la police qui va escorter le tournage sur une portion de route en travaux afin de tourner sans ralentir les New-Yorkais. Et c'est mi-août que le clap de fin résonne à New York, mais une scène, la plus compliquée, a été repoussée de plusieurs semaines, celle de la chute de la voiture dans le lac, en début de film, échappant à un camion, une scène qui implique une sortie de route, une pente des vallées, et une inversion où la voiture se retourne sur son toit. Mais le lieu idéal a été trouvé que très tardivement, et c'est dans un lac artificiel que la cascade aura lieu. Une cascade bien sûr assurée par Rémi Julienne, fin septembre 73, quelques semaines seulement avant la sortie du film. Reste à trouver un compositeur de talent pour assurer la bande originale, car après Michel Polnareff, Georges Delerue, un nom est suggéré à Gérard Houry. Vladimir Cosma, pas encore aussi connu, qui serait apte à composer une musique à résonance juive. Il se rendra au cinéma voir Le Grand Blanc avec une chaussure noire, mais ne sera pas du tout convaincu par le côté trop insolite du générique et de l'instrument utilisé, souhaitant une musique qui ne résonne pas comique, mais qui éveillera chez le spectateur une positivité sur l'humanité. Tout en écrivant aussi pour Louis de Funès, car Vladimir Cosma intègre toujours le casting dans ses œuvres.
Et c'est par le cumul des sorties du Grand Blond et de Rabbi Jacob que Vladimir Cosma deviendra subitement l'un des compositeurs les plus connus et demandés du cinéma français. Et là, pour le coup, on a beaucoup parlé de musique ces derniers temps, mais là, il y a franchement rien à dire, il est juste parfait. L'aile ou la cuisse, l'as des as, la chèvre, les compères, les fugitifs, le Père Noël est une ordure, le dîner de con, Banzai, la boum. What else? What else? What else? What else? Alors que la campagne publicitaire est massive et que Gérard Houry comme De Funès assure la promotion, la guerre de Kippour explose alors début octobre. Les troupes égyptiennes et syriennes pénètrent par surprise en Israël, ce qui chamboule le monde entier. À Paris, Gérard Houry et son responsable de publicité, Georges Craven, se demandent s'il est opportun de sortir le film dans un tel contexte. À tel point qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On sort ou on sort pas? Il y avait cette affiche incroyable avec De Funès avec son grand Streimel, et ça a été couvert d'affiches. Ça va avoir l'air d'une provocation, donc ça a donné une tension absolument énorme. Gérard Houry projette le film à ses plus proches amis et à Henri Verneuil, réalisateur qui lui conseille de décaler la sortie de son film de 6 mois, risquant de provoquer des affrontements entre juifs et musulmans dans les salles et aux alentours, et risquerait même des attentats. Les affiches, jugées potentiellement provocantes, sont enlevées. Gérard Houry est menacé directement par téléphone et est contraint de se promener avec un revolver sur lui et fera surveiller Louis de Funès à distance, qui sera donc placé sous protection sans le savoir. Une mini polémique éclate même lorsque, en interview, Louis de Funès déclare que ce film lui avait fait du bien suite à des idées préconçues qu'il avait lui-même. Il est anti-tout, anti-juif, anti-arabe, il est anti-noir, il y a tout, il est anti-tout. Et finalement, je suis beaucoup moins intolérant à la fin du film. J'avais des bonnes petites idées aussi anti... Mais ça m'a, comme je dis à Gérard Houry, ça m'a décrassé l'âme. Il y avait des bruits qui couraient, qu'il était vieille France comme ça, un peu... Et il avait des relents antisémites avant Rabbi Jacob. Il me l'a dit. Ah oui. Ouais. Il avait des relents antisémites? Il me l'a dit. Un message à double tranchant qui montre que tout peut être mal perçu selon la personne qui écoute. Gérard Houry décidera quoi qu'il arrive de maintenir le film au 18 octobre. Mais une projection privée aura lieu avec les différents acteurs, qui, tendus par l'actualité et le possible boycott du film, restent de marbre durant la projection. Louis de Funès ne se trouvant de toute façon jamais drôle, mais son visage est figé, désemparé, désolé. Il faudra attendre la première projection test avec un vrai public pour que les rires fusent, à tel point qu'ils masquaient les dialogues du film. Un immense soulagement qui prouve que même le film le plus drôle, le plus réussi, s'il est pris négativement, avec le mauvais état d'esprit, peut sembler raté. Une scène est particulièrement applaudie dans les salles, systématiquement, à chaque projection, celle de la poignée de main entre Slimane et Salomon. Cousin? Éloigné. Merci. Mais la sortie officielle du film est encore plus compliquée, lorsque le jour même, un avion et tous ses passagers sont pris en otage en plein vol par une femme, la femme de Georges Craven, le publicitaire, 35 ans. Mais ce jour-là, un nouvel incident se produit. Une femme de 35 ans détourne un Boeing et son action est directement liée au film. Il ne faut pas sortir le film et il faut emmener l'avion au Caire sans qu'on je fais tout sauter. La menace est réelle, même si les revendications paraissent incohérentes. Elle n'avait pas vu le film, elle croyait que c'était un truc anti-palestinien ou anti-juif. Sorti dans 128 salles le 18 octobre 1973, dans le contexte que vous savez maintenant, le film prend directement la première place du box-office et passera le cap des 4 millions d'entrées dès Noël. Il franchira d'ailleurs les 5 millions fin janvier 1974 pour finir à 6,4 millions d'entrées lors de son exploitation en salle. Mais le film restera à l'affiche durant plusieurs années, ce qui lui permettra d'atteindre les 7,3 millions d'entrées totales. Il est également un carton en Europe et même outre-Atlantique, fonctionnant aux États-Unis et surtout au Canada. Maintenant que je pense qu'on a fait le tour du sujet, que dire du film ? Je vais être bref. Pour moi, c'est le meilleur Houry. C'est le plus ambitieux, c'est le plus complexe, tant au niveau des enjeux que de la structure du scénario, qui est d'une fluidité incroyable. Aucun gag n'est inutile,
même s'ils peuvent paraître au premier abord un peu lourds, le coup du pot d'échappement qui remplit les verres noirs, c'est très con. Mais ce qu'en fait De Funès derrière, c'est du génie. Mais non, c'est pas ma fille, la mariée noire. Ça, c'est génial. Alors que la version de la bande-annonce, qui montre une version alternative rallongée, n'est pas aussi bonne. Regardez comment je suis. Vous voyez, il n'y avait pas besoin de dire ça. Et moi, voyez comment je suis. D'ailleurs, le film a choisi au montage de le couper. Mais ça tient à rien, le comique. Il suffit parfois d'enlever une virgule ou d'en rajouter une et d'arrêter au bon moment, parce que sinon, si t'en rajoutes, tu perds l'effet comique. C'est comme les gags autour de la cuve de chewing-gum. Ça n'est pas inutile. Le gag va servir au personnage pour s'en sortir. C'est tout le contraire en termes d'écriture, encore une fois, que La Vengeance du Serpent à Plumes, que l'on a vu la dernière fois du même Gérard Houry, où beaucoup de gags sont là pour la caméra et non pas pour faire avancer le film. Ils sont là. La scène de la danse est culte à jamais, c'est le meilleur moment du film. Et les personnages secondaires, Salomon, Mamé, Popek, sont mémorables et attachants. Son grand-mère typée qui n'y voit plus rien. Comment Génon ne t'emplit rien? Et tirent parfaitement leur épingle du jeu. On a le temps, il va pas s'envoler. Claude Giraud avait le charisme pour donner le change à Louis de Funès, tout comme Henri Guibet s'était pas donné pour un jeune comédien débutant, le casting était tout simplement top. C'est un malentendu. Oui, il a mal entendu. Lâchez mon famille ou j'appelle la police. Mais c'est ça la police, maman, c'est messieurs la police. Et c'est exactement ce que De Funès était venu chercher après 68. Car si on revient en arrière, une comédie musicale en 70 avec l'homme orchestre, puis un huis clos dans un arbre en 71 sur un arbre perché, La Folie des Grandeurs qui par petites touches est aussi légèrement politique, Rabbi Jacob qui prône la paix, la tolérance, l'humanisme, pour moi le film le plus engagé et le plus important de Louis de Funès. Le Crocodile, projet abandonné, devait également dénoncer les dictateurs. La Loup la Cuisse dénoncera la malbouffe. La Zizanie prône l'écologie et l'environnement face à l'industrialisation. La Soupe aux choux les conséquences de l'exode rural et les oubliés qui vivent toujours dans la simplicité. C'était plus ambitieux et intéressant que Les Grandes Vacances ou Les Deux Derniers Gendarmes, même si tout n'a pas été aussi bien réussi que prévu, entre autres à cause de la santé de Louis de Funès. Ainsi s'achève cette vidéo sur Rabbi Jacob. Je vais conclure. Rabbi Jacob, c'est un film dont on a toujours besoin, plus que jamais en 2024. C'est un film qui nous montre que le message d'il y a plus de 50 ans ne nous a pas vraiment pénétré pour le coup. Je sais pas si j'ai bien choisi le bon mot. Le message n'est pas passé, on n'a pas percuté. C'est comme une Coupe du Monde que tu gagnes. T'as un effet euphorie quelques semaines, puis après on retombe dans nos travers. Enfin, en fait, il y a les hommes derrière tout simplement qui sont incapables. J'ai pas envie de faire de politique. Mais c'est comme le film d'Artus, encore une fois, dont on a parlé la semaine dernière. Il entrouvre une porte, il montre la voie. Après, c'est à nous d'ouvrir cette porte et de continuer. Le cinéma ne fera jamais ça à notre place. Le cinéma nous donne une orientation. Et aussitôt, si on ne prend pas la porte, elle se ferme. Pourtant, dans ce monde en crise, avec le conflit israélo-palestinien, la guerre en Ukraine, le résultat des européennes, les législatives qui arrivent, le bloc politique en crise, avec extrême gauche, extrême droite, extrême centre. Ça y est, je suis président. Et non, je te suicide dans un parking. Où chacun dit que si c'est l'autre, ça va être la folie. Ça va être le chaos. Je vous donnerai pas de consigne de vote, je suis pas footballeur. Mais tout ce que je dirais, c'est que dans l'époque dans laquelle on vit, malheureusement, qui est de plus en plus dure, on a besoin de films comme Rabbi Jacob, et on a besoin de le regarder presque en boucle. Parce que ce film montre qu'on est capable de faire le bien. Et c'est pour ça que c'est mon film préféré avec Louis de Funès. C'est pour la symbolique. Mais c'est pas le film que je préfère regarder pour autant. C'est le meilleur par rapport à la portée, par rapport à l'aura qu'il dégage. Pourtant, dans les Houris, moi, je préfère le Cornio. C'est celui que je préfère. Pourtant, des 4 Houris avec De Funès, c'est celui qui a le moins d'enjeux, a le moins d'ambition. C'est une comédie magnifique avec un voyage magnifique d'Italie vers la France, avec un super road movie. Moi, j'adore. Mais La Grande Vadrouille ou Rabbi Jacob ont d'autres ambitions, qui en font sans doute des meilleurs films. Mais ça ne veut pas dire que j'ai le plaisir à le regarder. Je peux regarder le Cornio inlassablement. Par exemple, j'ai aussi dit que je préférais Les Fantomas, que c'était les films que je préférais avec Louis de Funès. C'est les films que je préfère voir parce que j'adore l'ambiance bondienne des années 60. J'adore le personnage de Juve, j'adore le personnage de Bertrand, j'adore le lien entre les deux. Et pourtant, ils sont pas aussi bons, ils sont pas aussi ambitieux que La Grande Vadrouille ou que Rabbi Jacob. J'ai plus de plaisir à regarder Les Fantomas. Ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs, ça veut dire que si je laisse parler mon feeling, ou si j'allie le feeling à la qualité objective, je fais un mix des deux, et pas forcément, mes films préférés sont pas forcément ceux de tout le monde. Ça, c'est pour répondre aux commentaires de ceux qui me traitent de malade parce que je mets Fantomas avant les autres.
C'est mes goûts pour le coup. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette revisite pour ceux qui l'avaient déjà vu une fois de cette vidéo. J'espère qu'elle fera pas trop copier-coller. J'ai vraiment essayé de travailler ça pour que ce soit pas pareil ni dans la forme ni dans le fond, même si je reprends une base de ce que j'avais déjà dit parce que c'était déjà vrai. En tout cas, merci de l'avoir re-regardé. Merci à vous, nouveaux venus, de l'avoir regardé, tout simplement de l'avoir découvert. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, du tournage, de Rabbi Jacob, de la portée du film aujourd'hui, de tout ce qui se passe? N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, c'est une vidéo importante. Je ne me voyais pas laisser une chaîne dédiée au cinéma français sans qu'il y ait une vidéo sur Rabbi Jacob de disponible, j'espère qu'elle le restera longtemps. N'hésitez pas à en parler, à la faire tourner, à la partager, à la liker, à la commenter, et si vous savez pas quoi dire, encore une fois, tentez ça. Oh mince, j'ai besoin de 100 millions. Eh bien, tu n'as qu'à prendre une carte magouille et puiser dans les caisses de l'État. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.